Une semaine après le super mardi, date importante des caucus et des primaires où plusieurs États se prononçaient dans cette course à l'investiture républicaine et démocrate, on se demande avec Raphaël Jacob, chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand, qu'est-ce que tu as retenu, Raphaël, de ces courses-là et des courses qui ont suivi? Bien, je pense que la première chose qui capte l'attention, c'est vraiment évidemment le fait que Donald Trump a gagné la plupart des États et présentement, il détient une majorité, pas une majorité, mais une pluralité, je pense que c'est important de mettre la distinction, une pluralité de délégués dans la course à l'investiture républicaine. Pourquoi la distinction entre pluralité et majorité est importante? C'est parce qu'on sait très bien qu'il y a encore aujourd'hui une très, très grosse résistance face à sa candidature au sein du parti, particulièrement au sein de l'establishment. Et donc, si Trump arrive à la convention républicaine à Cleveland en juillet avec moins d'une majorité de délégués, ça risque de jouer du coude pour essayer de le tasser. Donc, je pense que c'est important de reconnaître que oui, il a bien fait depuis le début, mais depuis les dernières courses, particulièrement depuis les primaires et les caucus du super mardi, mais également ceux qui ont eu lieu en fin de semaine dernière, il y a très clairement des signes de faiblesse qui sont visibles, particulièrement en ce qui a trait à la lutte qu'il mène contre Ted Cruz. Cruz a remporté plusieurs États, particulièrement le Maine, qui était très impressionnant parce que c'est un État du Nord-Est. Oui, en plus, le gouverneur Paul Lepage avait appuyé Donald Trump. Exact. Et Cruz a quand même été capable de le battre et de le battre très confortablement, par plus de 10 points. Donc, si ça signale potentiellement, je dis vraiment potentiellement, un changement dans la course dans le sens où le vote anti-Trump se coalise derrière finalement un seul candidat, Cruz, ça peut vraiment changer fondamentalement la course. Pour moi, c'est ça que j'ai retenu. Je ne sais pas toi ce que tu as retenu. Moi, ce que je trouve assez surprenant, effectivement, c'est que Cruz semble revenir dans la course. Je ne dirais pas qu'il était impossible pour lui de gagner, mais on constate qu'il y a eu 20 courses à date, si ma mémoire est bonne. Donc, Trump a gagné 12 courses, Cruz a gagné 6 courses et Marco Rubio en a gagné 2. Donc, à 6 courses, Ted Cruz peut très bien dire « je suis le candidat peut-être qui potentiellement pourrait battre Trump », même si Trump a encore l'avance dans les sondages à l'échelle nationale. Donc, je suis assez surpris parce que j'avais l'impression peut-être que les victoires de Trump au super mardi, entre autres, même si Cruz a gagné quelques États, auraient pu donner une aire d'aller à Trump pour la suite. Mais effectivement, lors des dernières courses, Cruz a prouvé qu'il peut peut-être vaincre Trump. Du côté démocrate, ben là, encore une fois, c'est intéressant l'écart qui existe entre la perception médiatique peut-être de cette course et les chiffres. Parce qu'encore là, Mme Clinton et Sanders se sont affrontés dans 20 courses et Sanders a quand même gagné, si ma mémoire est bonne, 8 de ces 20 courses-là. C'est considérable. Mais il y a un problème pour lui du côté démocrate, c'est le fameux cas des superdélégués. C'est 700 quelques superdélégués qui, pour l'instant, eux, ne sont pas liés par les votes des caucus et des primaires, sont libres de choisir le candidat de leur souhait à la Convention nationale du parti en juillet. Et pour l'instant, on voit que Sanders a de la difficulté à les convaincre d'appuyer sa candidature. Qu'est-ce que, disons, tu surveilles, toi, en vue du 15 mars prochain? On sait que, bon, on ne parle pas d'un super mardi, mais il y a quand même des courses importantes. Est-ce que tu surveilles la Floride? Est-ce que tu surveilles l'Ohio? Absolument. C'est les deux vraiment à suivre, je pense, le 15 mars. C'est drôle parce que, comme tu le mentionnes, on ne parle pas de super mardi, mais je pense qu'à plusieurs égards, ça pourrait être plus important, plus crucial que ce qui s'est passé le 1er mars. Pourquoi? Parce que la Floride, évidemment, est l'État de Marco Rubio. On s'attend à ce que s'il perd la Floride, il quitte, ou du moins qu'il y ait une pression absolument extraordinaire qui soit mise sur ses épaules pour qu'il quitte. Même chose en Ohio, évidemment. John Kasich est le gouverneur sortant. Et la grosse question, ça va être justement si un de ces deux-là est capable de freiner Trump. Et si la réponse est oui, que ce soit en Ohio ou en Floride, si Trump subit la défaite dans un de ces deux États-là, là, le chemin vers une convention contestée, comme on l'appelle, ou négociée, où personne n'a une majorité en entrant à la convention, devient de plus en plus plausible. Donc, je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais si ça se passe, si Trump subit la défaite dans un de ces deux États-là ou dans les deux, attachez-vous parce qu'on va avoir 4, 5, 6 mois devant nous qui vont être extraordinairement excitants. Le problème pour l'establishment du parti et pour les anti-Trump en ce moment est que le site Real Clear Politics et les sondages illustrent que Trump est en avance en Floride. Les sondages illustrent aussi qu'il est en avance en Ohio, même si l'écart entre lui et Kasich est un petit peu moins grand que l'écart qui existe entre Trump et Rubio en Floride. Donc, ce seront des courses absolument intéressantes à surveiller le 15 mars prochain. On vous invite à discuter avec nous de ces élections et de cette saison des caucus et des primaires en utilisant Twitter et le mot États-Unis, le mot-clic États-Unis 2016.